Alors, nous restons aux États-Unis avec Emmanuel Falguer, donc attaché à l'EHESS, et qui travaille sur l'Ouest américain, états-unien. Et donc la présentation est intitulée « Des obélisques sur les plaines, histoire locale et paysages ruraux dans l'Ouest états-unien de 1900 à 1920 ». Alors, j'aimerais d'abord remercier les organisatrices et organisateurs de ce colloque pour leur invitation. Alors moi, aujourd'hui, mon intervention va proposer peut-être un certain nombre de pas de côté, en s'intéressant à des objets qui remontent en fait assez peu dans les analyses et les débats, mais qui, à mon avis, ont toute leur place dans les discussions qu'on a eues et qu'on a aujourd'hui et hier. Alors moi, je serai, dans ma présentation, résolument du côté du boulonnage, bien qu'il n'y ait pas de boulon dans les monuments dont je vais parler. Et je vais parler d'objets qui, au fond, échappent au point focal des critiques contemporaines sur la statuaire et son histoire dans l'espace public. Ensuite, l'autre petit pas de côté, c'est que je vais vous présenter des objets qui ne sont pas des statues figuratives, mais qui prennent la forme d'obélisques. À ce titre, ils sont la plupart du temps désignés dans les sources primaires, mais aussi dans la littérature secondaire, comme des monuments, en français et en anglais, à entendre en fait au sens de monument aux morts. Et il me semble que cette ouverture du corpus nous permet de réfléchir aux objets adjacents des statues, qui ne font pas l'objet du même iconoclasme, mais qui se nourrissent de la production statuaire, mais aussi qui la nourrissent. Troisième petit pas de côté, on va sortir de l'espace urbain et on va se placer dans un contexte rural pour essayer de penser un espace sans statut, ou en tout cas avec moins de statues. En tout cas, dans l'espace dont je vais parler aujourd'hui, dans lequel il y a ces obélisques, il n'y a pas de statues adjacentes. Et on va se demander, bon, sans ces statues, quelle mise en mémoire de l'histoire intervient sans ces statues en majorité issues du long 19e siècle, qui sont les statues qui posent tant de questions aujourd'hui. Et enfin, pour faire suite à la présentation d'Andrew, on va tenter la gageure de travailler sur la mémoire de l'histoire états-unienne entre 1870 et 1920, dans une question informée autour de la race et en lien avec la guerre de sécession, mais qui ne sera pas attachée directement ni à la question de l'esclavage, ni des lois racistes s'adressant aux Africains américains. En fait, ce qu'on va faire, et vous allez voir, il y a des échos très forts avec la présentation qui vient d'être donnée, on va prendre le contexte de production des statues confédérées dont vient de nous parler Andrew, et on va déplacer la focale géographiquement. On va quitter le sud pour s'aventurer dans les grandes plaines des États-Unis et dans le contexte historique de la colonisation et des guerres indiennes de la fin du 19e siècle. Alors, pour ça, on va prendre trois cas d'études qui sont tous situés dans les plaines centrales, qui sont tous construits dans les années 1900, et qui sont tous là pour commémorer un épisode sanglant entre la génération des premiers colons et les populations amérindiennes présentes sur les plaines. L'enjeu ici, alors c'est pas simplement d'énumérer d'autres exemples pour compléter un panorama, mais plutôt de raccrocher la statuaire commémorative des années 1890-1910, qu'on a bien en tête et dont on a beaucoup parlé hier notamment, à un ensemble de pratiques politiques de mémorialisation largement répandues et dépassant le simple cadre pour les États-Unis des élites blanches du Sud qui militent pour l'érection de monuments confédérés.
Ces pratiques de commémoration d'une histoire consensuelle pour une communauté, mais très certainement construite comme profondément hostile à une autre, englobent en fait les espaces ruraux et l'autre grand sujet de la nation américaine au XIXe siècle, la colonisation et la dépossession par le gouvernement fédéral, les milices étatiques et les colons des populations amérindiennes de leurs terres à l'ouest du Missouri. Alors un tout petit mot de contexte historique et géographique. La création de ces obélisques dans les années 1900 intervient dans l'histoire longue de la colonisation des plaines par les États-Unis et l'établissement rural de populations non amérindiennes. Entre 1870 et 1920, un paysage rural des Grandes Plaines des États-Unis se construit autour de l'exploitation agricole, de céréales et de l'élevage de bovins. Une petite photo de à quoi ça ressemblait en 1909. Et façonné par des populations immigrées, qu'elles soient états-uniennes ou non, cette nouvelle organisation humaine s'appuie évidemment sur la dépossession des populations amérindiennes et leur déplacement en réserve dès les années 1880. Cet effacement de ces populations est d'autant plus radical dans les Grandes Plaines du Kansas qui vont nous servir de lieu d'étude, qu'il fait suite à une longue résistance armée des Cheyennes du Nord notamment, et puisque les plaines centrales en fait constituent un des derniers lieux de repli après la guerre de sécession. Alors dans les décennies qui suivent la première appropriation foncière des terres elles-mêmes par les colons, se décide ce que j'appellerais une seconde appropriation des terres, qui est elle plutôt sociale et culturelle, où la problématique n'est plus l'établissement, mais en fait l'enracinement des populations non amérindiennes. Et c'est dans cette seconde appropriation s'opère alors que localement les fils et les filles des dits pionniers entre guillemets deviennent adultes. Et cette seconde appropriation, elle prend pour point focal l'histoire locale de ces lieux colonisés 20 ou 30 ans plus tôt. Alors pour moi, le départ de cette réflexion, ça a été la découverte de ces obélisques, dès lors que je m'interrogeais sur les premières pratiques collectives mémorielles de cette ruralité coloniale. Et j'étais très surpris de trouver dans une période en fait très restreinte, une dizaine d'années, des objets d'apparence très homogènes. Alors, au sein de l'espace de mon terrain, c'est-à-dire la ruralité des plaines centrales, on a trois monuments, plutôt j'ai choisi trois monuments qui ont été érigés entre 1899 et 1911. Ça va de gauche à droite. Le monument de Beecher Island, situé juste à l'ouest de la frontière entre le Colorado et le Kansas, qui se construit en fait, là c'est une photo de 1902, mais qui en fait a une histoire de construction entre 1899 et 1905. Au centre, vous avez le monument des pionniers de Lincoln, qui est une petite ville dans le Kansas, en 1909. Et à droite, vous avez le monument dédié à ce qu'on appelait le dernier raid indien à Oberlin, dans une petite ville de l'ouest du Kansas également, en 1911. Alors, ce qui m'intéresse là, ça va être d'inscrire ces monuments dans une sorte de typologie, et pour ça je vais les prendre dans l'ordre chronologique de leur construction. Alors d'abord, la question du champ de bataille en tant que lieu de mémoire. Et là on se tourne vers Beecher Island, dans les Grandes Plaines du Colorado, juste à l'ouest de la frontière avec le Kansas. En 1899, un petit groupe de résidents décide de fonder une association afin de préserver le site historique d'un affrontement bien documenté, la bataille de Beecher Island, qui a lieu en 1868, où 50 scouts états-uniens défendent leur position contre un nombre important, mais imprécis, de Lakota, de Dog Soldiers Cheyenne et d'Arapaho. 5 scouts et 9 amérindiens trouvent la mort durant le siège de 9 jours avant que les troupes fédérales n'arrivent sur place depuis le fort de Wallace, non loin,
mettant fin à la bataille. Pour l'association locale cherchant à promouvoir l'histoire de la bataille, les objectifs écrits sont deux, et là je cite l'association: perpétuer dans l'esprit du peuple une révérence pour les faits d'armes valeureux de nos héros de la frontière, et de convertir le site d'un des plus féroces, si ce n'est le plus féroce, conflit de la guerre de la frontière, d'ériger des monuments et les bâtiments nécessaires, et de convertir le terrain en un parc qui restera un témoin silencieux mais inébranlable des faits d'armes de nos soldats. Alors, dès 1899, l'association construit un monument modeste, temporaire, en bois, pour $100. Il commence à tenir des réunions annuelles avec les scouts encore vivants dès l'année suivante, soit 34 ans après les faits. Et alors que les années passent, l'association élabore des projets plus ambitieux pour le site. D'abord, ils veulent acquérir le terrain où s'est déroulée la bataille. Parce que nous sommes dans les confins des Grandes Plaines et bien au-delà du 100e méridien, au début des années 1900, ces terres appartiennent encore au gouvernement fédéral. Et c'est grâce à l'appui des représentants du Colorado au Congrès états-unien que deux lois passent en 1903 et donnent à l'association la parcelle demandée. Probablement enhardi par ce succès, le groupe demande une impressionnante somme de $5 000 à la fois à la législature du Colorado et du Kansas pour la construction et l'érection d'un monument en pierre permanent. En 1904, chaque État décide de donner une moitié de la somme demandée, $2 500 chacun, une somme extrêmement conséquente à l'époque. Ces lignes budgétaires des deux États sont révélatrices, en fait, de nouvelles attitudes face à la question de la mémorialisation des paysages des plaines de l'Ouest et font les gros titres de la presse dans le Kansas, le Colorado et le Nebraska. En 1905, la réunion annuelle de l'association, sur le site de la bataille, évidemment, est déjà une affaire de grande ampleur. Pour l'inauguration de l'obélisque, il est question d'accueillir 5000 personnes avec une ribambelle d'événements prévus tout au long de la journée. Discours, sermons, chansons et même une reconstitution de l'attaque. Cette cérémonie annuelle continue, sous une forme approchante, tous les ans, au moins jusqu'à la fin des années 1930, avec les anciens combattants, puis avec les familles des anciens combattants faisant le déplacement parfois de très loin. Donc là, vous voyez sur cette photo une réunion en 1930. Vous voyez les voitures, vous voyez le bâtiment qui a été construit, et au fond, vous voyez l'obélisque. Ça, c'est une photo prise en 2019. À Beecher Island, ce qui me semble important par rapport à ce qu'on va développer plus tard, c'est que le monument est placé à l'endroit même où les soldats furent enterrés. Et d'ailleurs, sur la photo que vous avez là, vous voyez en demi-cercle les pierres tombales. Au-delà du titre de propriété fourni par le gouvernement fédéral, c'est une façon de s'approprier ce lieu d'une sépulture collective comme un espace public, un cimetière où le progrès entre guillemets, des résidents pourrait être mesuré à l'aune du sacrifice de ces, entre guillemets, là aussi, hommes de la frontière. Mais on voit aussi l'aspect en fait assez festif de ce lieu, c'est-à-dire que c'est un cimetière, mais c'est pas forcément solennel. Alors que on commémore cette bataille, alors que ce monument s'érige à cet endroit-là des plaines, un autre projet prend forme dans une communauté similaire, mais de l'autre côté du Kansas. Donc, je vais passer maintenant à la question de Lincoln et du monument de 1909. Alors, à 430 km à l'est de ce site de la bataille de Beecher Island, dans la petite ville de Lincoln dans le Kansas,
les quelques personnes s'intéressant à la promotion de l'histoire locale sont en fait très au courant du travail fait par l'association de la bataille de Beecher Island. Et c'est parce que quelques-uns des scouts qui participèrent au conflit avaient aussi été des pionniers de ce comté de Lincoln. Et donc, un groupe de vieux pionniers, de Old Settlers, comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes, était invité chaque année à la cérémonie annuelle dans le Colorado. Donc, on va dans le Colorado, il y a cette fête, il y a cette érection de ce monument, et dans le comté où ils habitent, se met en place une idée similaire. Le succès du financement du monument par l'argent public à Beecher Island a en fait donné quelques idées aux résidents plus âgés de Lincoln, notamment celle de proposer en fait une initiative similaire pour leur comté. En 1907, 2 ans après l'inauguration du monument permanent de Beecher Island, Christian Bernhardt, un membre de l'association des vieux pionniers du comté de Lincoln, décide de commencer une campagne pour l'érection d'un monument. Mais plutôt que de commémorer les soldats sur le front pionnier, Bernhardt essaye de pousser à la commémoration des morts de colons pendant les premières années de la colonisation, dans les années 1860. Dans son esprit, il a les exactions commises en 1869 par un groupe d'Indiens. Mais en fait, son emploi du temps est assez serré pour Bernhardt, puisque le 40e anniversaire de ces attaques sur les colons arrive en fait très vite, seulement 2 années pour tout mettre en place. Aidé par une poignée de vieux résidents du comté, Bernhardt réalise rapidement que l'histoire bien connue de ces exactions souffre en fait, dès lors qu'on s'y penche quelque temps, d'imprécisions et de flou conséquents, touchant notamment aux noms des colons attaqués et tués, mais aussi aux lieux impliqués. Par des entretiens avec les résidents, une recherche dans les archives gouvernementales, et aussi par l'aide de la Société historique de l'État du Kansas, qui sont aussi les archives de l'État du Kansas, à la capitale, à Topeka, Bernhardt rassemble avec beaucoup de difficultés les détails de 2 attaques par des groupes indiens, une en 1864 et une en 1869. Donc en fait, le monument est en réalité la dernière étape d'un projet d'histoire locale plus vaste, qui couvre de nombreuses années, et qui en fait s'incarne dans une variété de productions, notamment le livre que vous avez là, mais également une série de conférences. Alors, peut-être parce que l'État, à travers son armée, n'était pas central dans cette histoire d'exaction, peut-être parce que le représentant local à la législature n'était pas intéressé par le projet, ou peut-être parce qu'ils n'ont pas eu le temps, Bernhardt et ses acolytes décident de recueillir l'argent pour l'obélisque eux-mêmes. Et comptent sur le fait que les anciens habitants de Lincoln participent à la souscription, où qu'ils soient. Pour accélérer les choses, les banques locales et les magasins du comté sont impliqués et ouvrent des listes de souscription. Les potentiels donneurs sont invités dans la presse locale à ne pas attendre que quelqu'un leur demande de l'argent, mais à se porter volontaire pour une contribution. Donc on voit bien l'implication de la communauté dans le projet. Au final, ils recueillent $500 pour un coût du monument de $470, donc même pas un dixième du coût du monument de Beecher Island. Et à l'inverse de Beecher Island, où l'obélisque marquait le paysage pour indiquer le lieu où s'était déroulée la bataille, l'obélisque de Lincoln ne pouvait pas être placé en un seul lieu, puisque en fait, les meurtres qu'il cherchait à mémorialiser étaient disséminés à travers le comté. Alors, il fut décidé de placer l'obélisque au centre de la vie civique du comté, sur la place publique, devant le lieu du gouvernement local, qui sert à la fois de tribunal et de mairie, qui est la courthouse. Et en fait, le message est assez simple. Le monument est là pour inscrire au sein de l'administration locale l'histoire originelle de sa communauté et de servir à l'édification des nouveaux migrants arrivants. On est encore dans une phase où des vagues de migrants arrivent pour s'installer sur les plaines, mais également des enfants qui y grandissent. Comme l'écrit Bernhardt, et je cite,
il y a une large partie de notre population qui ne connaît pas nos débuts sanglants et qui se doivent de connaître l'histoire de notre propre comté, et le monument s'élèvera sur notre magnifique place du tribunal comme un orateur silencieux pour les générations futures, racontant les tragédies sanglantes autrefois perpétuées ici. Donc on voit bien le déplacement spatial dans la communauté de l'obélisque, et comme pour Beecher Island, l'inauguration prend des proportions impressionnantes. Elle attire à Lincoln qui fait 1500 habitants, entre 3000 et 5000 personnes. Le programme de la journée lui-même raconte les différentes lignes qui traversent le projet. Là, et c'est très proche de ce que Andrew nous a expliqué aussi sur les processions dans le sud. La journée commence avec une procession des vétérans de la guerre de sécession au cimetière de la ville de Lincoln. Au cimetière, les tombes sont décorées. Et seulement alors, le public est invité sur la place publique pour l'inauguration. La présence des vétérans, l'importance du soin aux tombes de la communauté, qui n'étaient pas les tombes des morts que le monument cherchait à commémorer, la cérémonie civile devant le tribunal, chaque élément façonne l'identité de cet obélisque. Elle place les premiers colons, en fait, comme des soldats de la frontière, tués par ce qui reste à ce moment caractérisé comme un ennemi indien non précisé, dont les motivations ne sont jamais explicitées ou questionnées, et qui fait le lien entre ces événements traumatiques et la vie du comté au quotidien en inscrivant cette histoire dans le lieu central du chef-lieu du comté. Dernier cas d'étude, et je vais passer plus vite, c'est la question du monument d'Oberlin en 1911, où là, je vais passer plus vite parce que je veux surtout souligner les similarités avec les situations précédentes et les quelques petites différences pour essayer de comprendre aussi les nuances de localité en localité. Alors, ce monument-là est là pour commémorer ce qui était décrit à l'époque comme le dernier raid indien dans le Kansas en 1878 et qui est aujourd'hui plus communément appelé l'exode Cheyenne. Alors nous sommes au début de la mise en réserve des Cheyennes et des Arapaho des plaines centrales, réserves qui sont situées au nord dans les Dakota et dans le Wyoming et au sud dans l'Oklahoma. Et en fait, face à des conditions de vie déplorables, en fait, un groupe de 353 Cheyennes du nord décide de quitter la réserve de l'Oklahoma pour rejoindre celle du Dakota. Ils traversent le Kansas en tuant, selon les sources du gouvernement fédéral, 41 colons, dont des femmes et des enfants, et en violant 27 femmes. Et le comté de Decatur, où se trouve la petite ville de Oberlin, est le comté le plus touché, avec 17 morts. Ce qui est similaire, c'est qu'on voit ici l'interaction entre la construction de l'obélisque et la formalisation d'une histoire locale portée par une poignée de résidents vieillissants et agissant comme la mémoire du groupe de colons. Dans ce cas-là encore, on retrouve en fait les interactions entre historiens locaux, associations confraternelles de vieux pionniers et les instances de l'État, puisque la législature du Kansas paye $1 500 pour le monument et le comté lui-même $200. Ce qui apparaît comme différent par contre ici, c'est la position de l'obélisque dans la géographie de la petite ville. Comme à Lincoln, l'obélisque ne peut être placé là où sont déroulés les faits parce que les faits sont déroulés dans plein d'endroits du comté. Mais plutôt que de placer l'obélisque comme un fondement de la vie civique du comté, les élus de la ville décident de consacrer en fait une partie du cimetière de la ville au monument et de produire une pierre tombale par victime, bien que les corps ne soient pas enterrés là. Alors en conclusion, comment ces obélisques peuvent nous aider à comprendre la question de la statuaire de la fin du XIXe siècle, et particulièrement dans un contexte états-unien? Il me semble qu'il constitue en fait un lien manquant entre, d'un côté, la construction d'une histoire locale consensuelle
et dans ces cas-là précisément victimaire, est attaché au récit national, celui de la conquête, entre guillemets, et de la fermeture de la frontière également, entre guillemets. Et de l'autre côté, des pratiques qui touchent à la question de la sépulture de membres de la communauté dans un contexte historique, en fait, de grands troubles par rapport à la question du repos des corps des morts. Notamment autour de la question des migrations et de la guerre. On comprend alors que la prise de pouvoir spatiale qu'opère le monument assure l'appropriation coloniale par le rappel émotionnel, presque intime, de ceux et celles morts, entre guillemets,